Bonjour Projection Virtuelle, bonjour à tous les utilisateurs de Virtual Regatta. Je suis Romain Piliard, skipper du trimaran Visit Again et vous, donc, vous êtes à bord de mon bateau sur la table à cartes. Oui, Romain Piliard, à quelques jours de son départ pour un tour du monde pas comme les autres, a accordé un entretien à la chaîne. Je vous propose de le découvrir, cela vous permettra de mieux connaître l'homme, mais également son projet, Use It Again, pour un tour du monde un peu original, puisqu'il va se faire à l'envers, contre les vents dominants. Très peu de personnes l'ont réalisé, ils sont seulement 5 dans l'histoire de la voile à l'avoir fait. Le premier, Joshua Slocum, il avait mis 3 ans, 2 mois et 3 jours pour le faire, mais c'était il y a 2 siècles, en 1895, et le dernier en date, Jean-Luc Vandened, eh bien c'était en 2004, il avait mis 122 jours et 14 heures, c'est la performance à améliorer. Cette course, ce tour du monde à l'envers, vous pourrez également y participer virtuellement sur Virtual Regatta, et d'ailleurs, dans la seconde partie de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils, et vous pourrez même tenter de gagner un full pack pour la course, mais ça on va en parler après, je vous laisse tout d'abord découvrir cet entretien. Comment on se prépare pour un tour du monde? Ah bah, c'est une préparation super importante, évidemment, parce que faut savoir que ce tour du monde-là, il est particulier. Ce record, il est de 122 jours, donc 4 mois, non-stop, non-assistance, bien sûr. Donc, ça met le matériel à rude épreuve, les marins aussi, et puisqu'on sera deux. Et du coup, il y a une attention très particulière à porter à la préparation technique, et ça, c'est vraiment super important. Donc, depuis plusieurs mois, on est vraiment voilà, sur la préparation, la fiabilisation. Et donc, le plus important, c'est clairement la fiabilité du matériel. Donc, on a changé ce qu'il y avait à changer. On a emporté du matériel de spare, comme on dit, de remplacement. Il y en a des, voilà, on a par exemple deux pompes à eau, deux désalinisateurs, on a 3 ordinateurs au cas où ils tombent en panne successivement, etc. Donc voilà, faut prévoir un peu toutes les pannes. Alors, on peut pas embarquer 2 bateaux, mais on prend plein de matériel pour être autonome, réparer. On a beaucoup voilà, on a tout un bidon du matériel de composite pour refaire du carbone si besoin, de l'électricité, de l'informatique, des pièces de moteur, voilà. Donc c'est très vaste, c'est tout ce que comprend le bateau. Et après, on fait des choix justement de ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Et justement, on reparlera du bateau un peu après, parce que vous êtes dans une démarche assez originale et très intéressante dans le monde de la voile, mais on va parler un peu de vous, l'homme. Comment on vient à faire de la voile? Comment on vient à se décider à partir autour du monde? Comme ça, c'est un rêve de gosse, c'est venu progressivement? Ouais, en fait, alors d'abord, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Tiens, je vais faire le tour du monde. C'est un peu plus complexe que ça, quand même. Donc moi, ça fait effectivement 25 ans que je suis dans la voile à haut niveau. Alors j'ai eu sans être pro du tout, puisque j'ai commencé après mes études. C'est pendant mes études que je m'y suis mis sérieusement, et c'est allé assez vite. Et j'ai la chance de naviguer en équipage avec des gens qui avaient fait la Coupe de l'Amérique, etc. Après mes études, j'ai fait la solitaire du Figaro, donc le championnat de France de course au large solitaire. Donc ça, je fais ça pendant 2, 3 ans, 2 ans de Figaro, en étant équipier aussi parallèlement sur des IMOCA, des Orma, des trimarans de 60 pieds de l'époque, et autres maxi comme Marisha 4, voilà. Donc j'ai eu quelques années comme ça. Puis après, j'ai monté mon agence de marketing sportif, EOL, qui organise le Tour de Belle-Île, la grande course pour tous les ans au mois de mai. Et ben voilà, j'étais toujours équipier à droite à gauche, bien sûr, mais sans que ce soit de façon pro du tout. Et après, en 2015, quand on a fait un voyage, on s'est installé en Chine pour des raisons professionnelles, justement développer le sport, la voile là-bas. Bon, on avait des missions qui se mettaient en place, et on est parti. Donc je bosse avec ma femme et on est parti donc en famille là-bas. Et c'est là que le projet Use It Again est né. Donc en fait, il est né là-bas parce que j'ai rencontré l'ancien propriétaire du bateau. Je lui ai proposé le bateau donc était à l'état d'abandon, quoi, il était vraiment dans un sale état depuis plusieurs années sur un quai, et je lui ai dit que ce bateau il devait naviguer, quoi, tout simplement. Et il a dit ouais, t'as raison, mais vas-y, lance un projet et puis on verra ce qu'on peut, voilà, montre-moi ce que t'as en tête, ce que tu pourrais faire. Et donc c'est là que tout le projet Use It Again est né. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui avais ce bateau et qui cherchais à faire un truc un peu original, un peu voilà, ou pour de com, ou pour trouver des sponsors ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est le projet en fait qui est vraiment donner une seconde vie à ce bateau de légende, puisque c'est l'ancien bateau d'Ian MacArthur, et lui donner une seconde vie, et du coup rentrer en économie circulaire pour donner du sens au projet. Parce que le principe, c'est qu'à partir du moment où on était
on était dépassé technologiquement par les derniers ultimes, il fallait faire autre chose et pas forcément se dire que j'allais faire les courses d'ultime avec les gabarres, le cléage, Covil, etc. Quoi, tu vois. Donc c'est ça qui était important, c'était de se dire que d'abord ça peut se passer ailleurs, donc l'avenir du Visit Again c'est pas forcément dans les courses franco-françaises, ça on verra, mais c'est surtout voilà, donner du sens au projet en essayant justement de minimiser notre impact. Et c'est ça qu'on voulait. C'était montrer qu'on peut faire un projet de performance, performance que j'appelle performance relative, ça par rapport à la performance absolue. C'est que mon objectif, c'est pas de finir premier d'une course. Mon objectif, c'est de faire mon maximum avec les moyens que j'ai et par rapport aux possibilités du bateau. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui, justement, et tout ça s'inscrit dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique, voilà, d'engagement face aux défis climatiques qui est devant nous tous. On s'est engagé donc à minimiser notre impact, c'est-à-dire utiliser un maximum de matériel et de matériaux existants pour éviter d'acheter neuf, de commander neuf, parce qu'on est dans un superbe sport, mais qui est quand même un drame absolu au niveau écologique en construction, en production, que ce soit les bateaux eux-mêmes, les voiles, voilà, les bouts, tout ça c'est issu de la pétrochimie. Donc il faut absolument limiter cette consommation. Et donc l'objectif de Use It Again, c'est montrer qu'on peut faire différent. C'est pas montrer la solution, parce que je n'ai pas la solution, mais qu'on peut faire différent et qu'on peut s'engager dans une démarche différente. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est à la fois limiter notre impact sur effectivement la consommation des ressources et aussi avancer donc dans le second, dans le réemploi, la réduction des consommations, dans le réemploi bien sûr, et imaginer aussi des solutions de recyclage, essayer de les trouver. Voilà, là où on peut les trouver, ce qui est pas évident. Mais c'est un de nos objectifs également. Donc, voilà un petit peu la démarche globale. Donc la démarche globale, une démarche différente de celle des autres skippers, où souvent c'est le projet et on cherche des fonds pour construire. Vous, comme vous l'avez expliqué, c'est l'inverse, c'est on a un bateau, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment après on peut aussi faire parler de la démarche et montrer l'intérêt du projet. Et c'est une démarche qui est particulièrement intéressante. Comment c'est vu dans le monde des skippers? Comment c'est perçu de se dire mais qu'est-ce qu'il fait lui? Normalement c'est la course à l'armement, on met des foils, on va plus vite, on met du carbone, comment c'est vu? C'est ça, le truc c'est que aujourd'hui, il n'y a pas une journée, un jour où les médias, heureusement, il était temps, ne parlent pas de ce sujet du climat. On est face à un défi énorme et on a du mal à réaliser tout ce que ça va être, mais le monde de demain, il n'est pas drôle pour l'instant. Quand on sort de la COP26, qui a été un fiasco, puisque c'est un engagement à plus de 2,6 degrés, voire un peu plus selon les estimations, et qui sont sortis de l'accord de Paris avec un monde à plus 1,5 degrés. Déjà, un monde à plus 1,5 degrés, c'est pas drôle. Il y a déjà des États qui disparaissent dans les îles du Pacifique, etc. Mais alors là, 2,5, ça va être encore moins. Chaque dixième de degré compte. Et donc, aujourd'hui, en tant que citoyen, qu'acteur engagé, c'est de nous dire, on doit tous faire quelque chose. On n'attend pas que des politiques, on n'attend pas que des grands industriels de faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est à nous, donc sportifs, consommateurs, de montrer que nos attentes sont différentes et qu'on peut faire différent. Donc, on nous attend en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'acteur de la société civile, on doit faire différent. C'est-à-dire qu'on doit imaginer le monde de demain. Donc c'est sûr que c'est génial, la F1, la voile, la course à l'armement, aller le plus vite et tout. Mais c'est sûr que ces bateaux, ils me font rêver. Je trouve ça magnifique. Tu vois, les derniers ultimes, c'est top. Mais est-ce qu'on peut se le permettre? Moi, aujourd'hui, pour moi, la réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on passe pas par un minimum de réduction de notre empreinte, de sobriété, parce que c'est ça dont il s'agit. Il faut pas se dire que la technique va nous sauver. C'est faux. Absolument faux. Elle n'est pas du tout au point, la technique. Elle va aider peut-être, mais elle va pas nous sauver. Donc, si on attend ça, on va dans le mur complet. Donc, aujourd'hui, moi, en tant que citoyen responsable, en fait, comme vous tous, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est à la fois, c'est un lifestyle, bien sûr, c'est chez moi, c'est à la maison, je fais des efforts, je suis pas du tout parfait, mais je pense que j'ai considérablement réduit mon empreinte, et donc, à la fois en tant qu'individu et en tant que skipper aussi, meneur de projet, quoi. Voilà. Mais les autres skippers dans le milieu de la voile, ils vous envient, ils se disent comment... Ou alors ils attendent, parce que comme ils sont dans la performance, ils attendent que ce soit régulé de la part des organisateurs, parce que c'est comme tout, c'est tant qu'on reste dans les règles, après t'es le sponsor, recherche le sponsor, ça pousse à la performance, et ils regardent avec envie, mais ils disent moi je peux pas faire pareil, parce que j'ai des impératifs aussi.
D'abord, j'ai pas des retours francs et directs, hein. Je sais qu'il y en a qui apprécient, ça c'est clair. Je parle en général, hein, pas Mm. forcément dans la classe, quoi. Je suis pas dans la classe ultime d'ailleurs, mais je suis dans cette catégorie, ce qui est différent. Bon, je sais qu'il y a des gens engagés, voilà, comme François Gabard, voilà, Adrien Hardy, Gaïndé. Bon, voilà, il y en a quelques-uns comme ça, et qui essayent de faire des choses. Maintenant, ils sont souvent un peu prisonniers de leur projet aussi, ça c'est Mm. sûr. Parce qu'ils ont été choisis par un sponsor, ils ont une machine à 18 millions d'euros dans les mains et 6 millions de budget par an et 40 personnes à faire vivre, voilà. Bah, ils sont engagés dans autre chose. Mm. Donc c'est un peu, il y a un moment, il y a une spirale qui s'est mise en route. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pas grand-chose, malheureusement. Mm. Mais après, à chacun de voir. Donc il y en a qui investissent dans les biomatériaux, qui font de la recherche, choses comme ça, ce qui sont des démarches très intéressantes, bien sûr, et complémentaires avec ce que je fais, ça c'est clair. Mm. Il faut aller vers ça pour trouver des solutions. Mais ça suffit pas. Donc eux, ces gens-là qui sont personnellement sensibles au sujet, ils sont un petit peu pris, voilà, ils ont un peu le cul entre deux chaises, hein, ça c'est Mm. clair. Mais après, je sais que le projet interpelle beaucoup. Il n'a pas été, quand je suis arrivé il y a 3 ans sur la route du Rhum, c'était pas ça, hein. Quand je parlais d'économie circulaire il y a 3 ans, on me regardait un peu avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui, avec son petit ultime, parce qu'il est petit, il fait que 23 mètres. Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec son truc? C'est bizarre, l'économie circulaire, c'est quoi? Depuis, ça a beaucoup bougé quand même, hein. Mais il y a 3 ans, c'était pas le cas. Donc, je pense que les mentalités évoluent comme d'une manière globale, hein, dans la société, les mentalités évoluent, on sent quand même les gens de plus en plus sensibles au sujet. Mais après, comment est-ce qu'on passe à l'acte? Et c'est ça la grande difficulté. C'est aujourd'hui, il faut passer à l'acte. Je suis pas sûr que mon projet fasse l'unanimité, ça c'est clair. Il y a toujours ceux qui veulent aller de l'avant, tout ça, la recherche de performance et tout. Mais je pense qu'il y a des gens de plus en plus sensibles et je pense qu'il y a des gens qui apprécient. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on dit exactement sur le projet, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je m'en fiche, je mène mon projet. Voilà, je sais qu'il engage beaucoup de monde, qu'il interpelle beaucoup de monde, qu'il est médiatique, etc. Moi, c'est gagné, quoi, dans le sens où mon bateau et le projet, c'est un support, quoi. C'est un Mm. support pour passer le message et montrer qu'on peut agir aussi. C'est pas uniquement dire qu'il faut sauver les océans, c'est dire voilà ce que je fais. Voilà. Et justement, une façon de faire parler du projet, c'est ce tour du monde à l'envers, où certains d'entre nous, puisque je suis parmi les joueurs de Virtual Regatta, eh bien, on a pu voir cette course apparaître, ce nom, Ouais. Use It Again. Donc on a été nombreux à être curieux, à aller chercher sur Internet ce que c'est, à s'intéresser à l'économie circulaire. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le petit graphique qui montre le cycle de vie du produit. Et dans l'économie circulaire, la partie déchets n'existe plus. Tout se transforme en ressources. Et ce qui était le cas sur votre bateau, je mettrai le lien vers une vidéo, une interview que vous avez fait avec Brut, où vous montrez justement comment vous avez été chercher une voile, comment les bouts vous récupérez, comment certains déchets peuvent servir pour construire d'autres Ah ouais. matériaux. C'est intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Alors, il se trouve que, comment dire, la circularité, elle est complexe, hein, parce que la circularité jusqu'à aller jusqu'au recyclage pour recréer effectivement de la matière pour reproduire, C'est le elle monde est parfait. voilà, elle est hyper complexe. Donc moi, je suis très, faut appeler, voilà, faut vraiment faire attention aux termes. Donc moi, je suis dans le réemploi, je suis dans la réduction déjà que je peux appliquer. Je suis dans le réemploi que je peux appliquer autant que possible. S'il y a des choses, quand j'ai besoin de refaire une peinture de coque, malheureusement, je suis obligé d'avoir une peinture. J'ai fait une fois, hein, il n'y a pas de peinture bio, voilà. Donc il y a des choses, on n'a pas le choix. Les matériaux n'existent pas. Idem pour les bouts. Il y a un moment, c'est de la sécurité. Si je dois changer une drisse parce que l'autre menace de se rompre, alors elle n'est pas foutue. Elle aura une seconde vie après à terre. Mais effectivement, j'ai 130 mètres de bout de drisse de grand voile à changer pour le tour du monde. Parce que l'autre, c'était trop juste. Donc, et là, je suis obligé d'acheter neuf. Il n'y a pas le choix. Mais on fait Mais au par mieux contre, de toute façon. Le principe, c'est ouais, de faire au mieux. C'est on réduit, on fait au d'accord, mieux. Après, si on d'accord. peut, tant mieux. Si on peut pas, c'est qu'il y a Ouais, il y a un manque dans la société, dans le ouais, processus c'est de ça. production. C'est exactement ça. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis toujours, je fais très attention à ce que je dis. Je parle pas de bateaux recyclés, etc. Je veux dire, voilà, je suis très honnête aussi vis-à-vis de la démarche. Je montre, moi, je suis engagé, profondément engagé. On essaye de trouver des solutions, mais de temps en temps, voilà, il y a des limites techniques. Tout à fait. Justement, dans l'engagement, dans l'idée de partager au maximum, quand vous allez partir, vous n'allez pas simplement partir pour votre tour du monde. J'ai cru comprendre que vous allez être équipé de capteurs sonores pour enregistrer un peu le bruit des océans. Il y a la performance sportive, il y a la démarche, et puis on utilise le passage pour faire autre chose, et ça mutualise Exactement les ça. ressources.
Ouais, bah c'est exactement ça. Je voulais que comme on part sur un tour du monde extraordinaire, voilà, qui est long en distance, on va passer dans des endroits assez exceptionnels. Je voulais que notre navigation serve à la science et donc je me suis rapproché de l'acousticien professeur Olivier Adam. Et l'idée, c'est d'essayer de capter, d'enregistrer le bruit le bruit de l'océan en fait, hein, voilà, et qui sera analysé après. Donc quand on croisera des espèces, elles seront analysées et décelées ici et là pour comprendre effectivement où sont les espèces d'une part et d'autre part aussi déceler les nuisances sonores importantes qui sont dues au trafic maritime, au trafic militaire, voilà, à plein de choses comme ça qui gênent donc considérablement le développement et la vie des cétacés. Voilà. Et, et, Donc c'est vraiment une démarche où je voulais vraiment mêler, lier l'utile pour la science à cette navigation. et justement, le fait d'avoir donc ce tour du monde à l'envers avec le parcours, donc un départ de l'Orient et non pas d'Espagne comme c'était prévu pour justement avoir un peu de monde au moment du départ. Le parcours à l'envers, donc on passe l'équateur, ça c'est comme dans tous les cas. Le Cap Ouais, Horn à l'envers, vous n'êtes pas forcément très nombreux à l'avoir passé. Ça va être, ça va être une épreuve. Le Lewin, le Bonne Espérance, et ensuite on remonte. Mais le fait d'avoir ces enregistrements à faire, est-ce que vous avez un parcours à peu près prédéfini non, non, Juste- non, c'est vraiment, non, c'est vraiment, on fera, voilà, l'objectif, c'est la navigation. On est quand même on est en mode sportif, on a un record à battre, et donc voilà, on enregistre ce parcours. S'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a de l'information, de la data, comme on dit, récupérer, c'est top. S'il n'y a pas grand-chose, bah, malheureusement, on n'y pourra rien. Mais c'est, voilà, on sera guidé par la météo et la route la meilleure à emprunter. Et justement, pour parler de l'aspect sportif, le record qui date de qui est en 122 jours, très peu de skippers qui l'ont fait, ce tour du monde à l'envers. C'est choisir de faire ce tour du monde à l'envers plutôt que de le faire à l'endroit. C'est une façon aussi de médiatiser l'action et le parcours. Ouais, ouais, exactement. C'est exactement ça. En plus, il y a un symbole assez intéressant. Voilà, le message est d'autant plus fort. On fait les choses, voilà, tourner à l'envers, au lieu de tourner à l'endroit. Peut-être parce que, comme moi, j'avais trouvé cette baseline assez marrante, faire le tour du monde à l'envers pour remettre les choses à l'endroit. Voilà, c'est un petit résumé, un petit clin d'œil sympa pour effectivement dire qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être penser différemment si on veut que le monde s'améliore un peu. Voilà. Oui, et puis on inverse le processus actuel où on passe Ouais. dans un sens, là on reprend les chances dans l'autre. C'est parfait. Pour ce tour du monde, vous n'allez pas être seul, vous allez être avec Ouais. Alex Pelia, je sais pas Ouais, comment, ouais, bah, ouais, en Espagne, on est Pelia, ouais, Pelia. exactement. Et Ouais. justement, comment on se prépare pour passer 3-4 mois dans un espace aussi confiné? Il faut bien se connaître. Ouais, bah alors exactement, ce genre de projet, le double, de toute façon, c'est des relations humaines et on est vraiment sur il y a une bonne entente sur le projet, quoi. C'est ça qui est hyper important. Alex, il est détenteur du trophée Jules Verne avec Francis sur l'IDEC. Voilà, il a fait la Barcelona World Race en double, sur le Tour du Monde. Il a fait la Volvo Ocean Race, etc. Bon, et d'autres projets en solo, bien sûr, et équipage. Mais donc, il a cette expérience des longues distances, cette expérience du double aussi. Il a fait plusieurs Jacques Vabre, etc. Donc c'est intéressant parce que il sait à quoi s'attendre. Moi, pas. C'est mon premier tour du monde. Et ce qui était super important, et ça j'y tenais beaucoup, c'est quand je l'ai appelé, effectivement, il fallait qu'on soit bien en face sur le projet. Ça, c'était super important de se dire que voilà, on avait les mêmes attentes. Il connaissait le bateau, il le trouve super, même s'il a l'âge qu'il a, mais justement, c'est probablement le meilleur multicoque pour faire ce tour du monde à l'envers. Les derniers multicoques seraient probablement pas aussi à l'aise et peut-être pas aussi fiables dans la durée. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est de se dire qu'on est en phase personnellement, en phase sur le projet, on a les mêmes attentes et après bah voilà, faut bien s'entendre à terre, on est content de se voir, on rigole, on fait des blagues. Donc maintenant c'est un confinement qu'on va vivre ensemble, c'est sûr pendant moins de 4 mois, j'espère, mais on verra bien ce que ça donne. Oui. J'ai encore 3 petites questions à vous poser. La première, c'est comment on se prépare physiquement? Est-ce qu'on dort beaucoup? Est-ce qu'on se cale sur un rythme de vie qui va être un peu décalé? Comment on se prépare juste avant le départ? Alors, donc physiquement, déjà c'est une préparation physique sur le long terme que je fais toute l'année, hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Après, effectivement, c'est accentué la prépa physique sur le fait que faut tenir dans le temps. Ça c'est clair, c'est de toute façon c'est le principe hein, de la course au large, c'est de tenir dans le temps. Alors que ce soit même voilà au bout de 2 semaines et quelques de transat, on n'est plus en même forme physique qu'en solitaire qu'au départ. Mais donc là, il faut se dire ok, il faut que ça tienne 3 à 4 mois et pas se blesser. Donc il y a du renforcement énormément
énormément, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur le sommeil, moi, je commence à faire des siestes de plus en plus régulièrement, donc pour travailler un peu le sommeil polyphasique, comme on dit, mais sans exagérer. Et après, il faut partir reposer, quoi. Ça, c'est vraiment la clé. Voilà, c'est la clé. Partir reposer, il y a la question de quand partir, c'est la fenêtre de départ. Est-ce qu'elle est si importante que ça, la fenêtre de départ, quand on part sur un record sur une durée aussi longue, où on a de l'incertitude? Prévoir le temps que vous aurez après le Horn, après le Lewin, c'est compliqué de savoir. Comment on fait? En fait, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut partir avec des conditions favorables pour dégolfer, comme on dit, sortir du golfe de Gascogne, des conditions de vent et de mer, hein, parce que contrairement aux joueurs de Virtual Regatta, moi j'ai la mer et en ce moment il y a des 8-10 mètres au large du Cap Finistère, donc on part pas n'importe quand. Mais donc voilà, partir avec des conditions favorables, mais après effectivement c'est impossible d'imaginer plus loin. Donc clairement on verra ce qu'on aura au Horn. Nous on s'interdit pas de patienter, hein, là-bas. C'est possible que vous verrez sur le record réel, là, sur la cartographie qu'on va mettre en place, sur l'app Use It Again, là, qui va sortir. Vous nous verrez peut-être être en stand-by, faire des allers-retours sur la côte, sous la côte est sud-américaine, etc., avant de s'engager vers le Cap Horn. Donc ça voilà, c'est pas trop compliqué. Disons que on n'a pas la complexité des bateaux les plus rapides qui s'engagent sur le Jules Verne, par exemple. Voilà. Et justement, vous parliez de Virtual Regatta. Est-ce que vous avez déjà, vous, joué sur la plateforme? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Et puis, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous ceux qui vont tenter le tour du monde à l'envers ou qui se posent la question de est-ce que je participe ou pas Ouais, j'ai déjà joué, tout à fait. Je suis pas un des joueurs les plus assidus, mais j'ai déjà joué. Je trouve ça bien sympa. Ça, c'est clair, c'est moi. Et en fait, alors, les conseils, non, j'ai pas vraiment de conseils parce que je suis pas expert. Et d'ailleurs, on voit que les meilleurs sont souvent pas des marins du tout, mais peut-être plus des experts en jeu en ligne, etc. Bon, après, ce qui va être assez excitant et original avec cette aventure, avec ce record en ligne, c'est que voilà, il va être assez long, hein, par rapport plus long qu'un Vendée normalement. Et donc, c'est une occasion exceptionnelle. Il y en aura pas beaucoup des comme ça, évidemment, puisqu'on voit que le dernier qui a tenté, c'était en 2017. Ça s'est malheureusement mal fini pour lui. Alors peut-être que la plateforme reposera, mais ce que je veux dire, en vrai, se battre contre un vrai bateau, il n'y aura pas forcément des occasions tous les ans, donc c'est assez original. Donc probablement une bonne opportunité de participer à ce jeu avec un bateau en réel qui le fait, quoi. Voilà. Oui. L'occasion de marquer l'histoire, et moi j'invite tout le monde à participer au record pour donner un peu de chacun chez soi, un peu plus de visibilité. Plus on sera nombreux à participer, plus l'expérience sera parfaite. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. On va suivre avec attention votre parcours et puis bonne course. Ouais, ok, merci beaucoup. Et puis bon jeu à vous tous. Alors, hein, profitez bien de cette longue navigation, mais au chaud dans votre canapé. Merci beaucoup. À bientôt. Si vous voulez en savoir plus sur la performance ou le projet, je vous invite à suivre Romain sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple le suivre sur Instagram, romainpiliard_useitagain. Le lien sera dans la description. Et au passage, si vous êtes encore là, vous pouvez également vous abonner à la chaîne Projection Virtuelle. Cela me soutient énormément. Pour en revenir à Virtual Regatta, la course peut faire peur à une grande partie d'entre vous. En effet, quand on clique sur la description, que l'on voit une course qui va durer 110 jours, cela peut faire peur. Eh bien, rassurez-vous, mais pour moi, la course virtuellement sera beaucoup plus courte. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez le voir sur le parcours, mais il n'y a pas de limite de glace comme on peut l'avoir sur le Vendée Globe. Nous, virtuellement, on peut passer très très au sud, on peut longer l'Antarctique, on peut descendre jusqu'au 70e degré sud, 65e, 70e, pour frôler. Et si on descend aussi bas, eh bien nous, on peut réduire la distance, chose qui ne pourra pas être faite par Romain Piliard et Alex Pelia, parce que vous l'imaginez bien, ils ne prendront aucun risque d'abîmer le bateau, de s'échouer. Il peut y avoir des icebergs, donc eux ils vont naviguer plus au nord. En étant plus au nord, ils auront plus de distance à parcourir. Donc pour nous qui serons au sud, eh bien on pourra mettre beaucoup moins de temps. C'est l'avantage de courir depuis son canapé. J'imagine bien que virtuellement, le record soit inférieur à 65-70 jours. Ça restera une grosse performance, mais normalement on ne sera pas parti, pour les meilleurs en tout cas, pour 3 mois. Autre question, c'est de savoir quand partir. Quel sera le meilleur moment? Eh bien, j'ai envie de vous dire, peu importe.
Alors ça va vous paraître bizarre, parce que généralement, on fait attention d'avoir du vent au début de la course pour bien se lancer. Oui, c'est le cas, mais gardez à l'esprit que les prévisions météo, elles sont faites au maximum sur 15 jours, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais la fiabilité au-delà de 5-6 jours, elle est toute relative. Là, on va partir sur une course qui va durer minimum 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, donc une durée 4, 5, 6 fois plus longue que les prévisions les plus grandes. Autant dire qu'on va naviguer dans l'inconnu. Il n'est pas impossible d'avoir un bateau qui passe le Cap Horn avec 3 jours de retard, qui se retrouve à l'arrivée avec 2 jours d'avance. Donc le meilleur moment pour partir, eh bien c'est un petit peu quand vous voulez. Évidemment, c'est mieux de partir avec du vent, mais ça vous donnera aucune certitude. C'est globalement une course que tout le monde pourra gagner. Il faudra avoir de la réussite, de la chance lorsqu'on prendra son départ. Mais après, ça fait partie de la course. Il faudra être le meilleur de sa fenêtre. Et si on est moins nombreux à partir, quelque part, ça fait moins d'adversaires à battre. Mais si vous m'écoutez, potentiellement, c'est peut-être la course que vous pouvez gagner. En tout cas, c'est ce que je vais me dire de mon côté. J'essaierai de partir quand il n'y aura pas trop de concurrence. Et puis, si tout se passe bien, ce sera la fête. La dernière question qui se pose, c'est comment s'équiper pour cette course. Alors bien évidemment, le full pack et toutes les options, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va tout utiliser durant cette course. Et si vous n'avez pas de full pack, eh bien vous pourrez en gagner un en fin de vidéo, donc restez attentifs. Mais comme je le disais, tout va servir. Pourquoi ? Eh bien parce que le début de course, la descente et la fin de course, la remontée, se fera en grande partie avec du code 0. On aura une bonne partie du temps des vents de travers. Vous aurez également le passage dans les mers du Sud qui, lui, se fera en grande partie du temps avec les voiles de petit temps. De temps en temps, les voiles de brise si on a suffisamment de vent. Vous avez les winch pro qui seront utiles, car les manœuvres, elles seront très coûteuses en temps. Pour vous donner un ordre d'idée, un changement de voile, c'est minimum 15 minutes. 15 minutes avec sa vitesse réduite de 50% quand on n'a pas les winch, une vitesse réduite de 30% quand on les a, ça fera sur une course aussi longue de grosses différences. Et vous avez également les foils qui donnent un bon boost de vitesse, mais ça fonctionne quand on est avec des vents de travers ou au portant. Là, on va naviguer une partie du temps au près, contre les vents dominants. Donc les foils qui ne serviront pas trop, en tout cas les foils qui serviront beaucoup moins que sur le trophée Jules Verne. Donc il faut avoir tout ça à l'esprit lorsqu'il faut faire ses choix. Et donc, s'il faut choisir, si vous partez en PDD, que prendre ? Eh bien, au vu de ce que je vous ai expliqué, pour moi en PDD, je partirai avec des voiles de petit temps. Comme je vous l'ai dit, ce sont les voiles qui seront les plus utilisées dans les mers du Sud, mais elles pourront également avoir une utilité dans la descente et dans la remontée de l'Atlantique. Donc en PDD, pour moi, c'est mieux de partir avec les voiles de petit temps. Si vous avez des crédits en plus, si vous voulez partir en demi-full pack, comment compléter ? Eh bien là, vous avez 2 choix. Soit prendre les foils qui seront utiles dans la descente et la remontée, et peut-être dans les mers du Sud, mais alors là, il faudra réussir à trouver des vents de travers, et c'est pas gagné. Ou alors le code 0, qui servira en complément des voiles de petit temps. Et pour moi, eh bien, je privilégierai tout de même les foils, qui serviront bien dans la descente et dans la remontée. Mais bon, plus on en a, mieux c'est. Et si vous avez petit temps, plus foil, plus code 0, alors vous dépassez le demi-full pack, mais au moins vous pourrez faire une très belle course. On arrive au terme de cette vidéo. Encore une fois, un immense merci à Romain Piliard. J'ai adoré faire cet entretien. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié l'écouter. Si tel est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez également, dans l'espace commentaires, tenter votre chance pour gagner un full pack pour la course. J'en parlais tout à l'heure. Comment faire ? Eh bien, il faut laisser un commentaire dans lequel vous écrivez « Use it again » en 3 mots, suivi d'une idée pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, l'idée de votre choix, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Qu'est-ce que nous tous, on pourrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique ? Donc, use it again, plus une idée, plus le nom de votre bateau. Il faut participer avant le mardi 14 décembre, 22h. Si vous le faites après, eh bien c'est toujours sympa d'avoir l'idée, mais vous ne pourrez pas participer au tirage au sort du full pack. Et si vous regardez la vidéo après et que vous le regrettez, eh bien vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche des notifications, comme ça vous ne raterez pas les prochaines opportunités. Il y en a de temps en temps sur la chaîne. Donc bonne chance à tous. Je vous rappelle, Use It Again, le nom du bateau, et une idée pour lutter contre le réchauffement climatique. Et l'un d'entre vous, eh bien, se verra équipé d'un full pack pour ce tour du monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne course sur le bateau Use It Again, et surtout,
Bon vent!